Bonjour les fous de la food. Ici, c'est Virginie Legrand, chef à domicile épicurienne et hyperactive avec un parcours très atypique. Dans mon podcast, Passion sans modération, vous retrouverez tous les 15 jours des personnalités implantées dans la gastronomie d'aujourd'hui, des vrais amoureux du goût et de la vraie cuisine, des experts, tous enrobés d'une passion communicative. On parlera terroir, saveurs, créativité, artisanat. On vous racontera des histoires qui croustillent, des initiatives qui pétillent et qui font briller les yeux. Et on en a bien besoin aujourd'hui. Dans ce podcast, vous allez rencontrer des passionnés qui aiment partager, des entrepreneurs qui aiment se renouveler. Vous allez pénétrer dans les coulisses d'un monde délicieux, nourri aux convictions individuelles et aux engagements collectifs. Vous êtes curieux ? Alors installez-vous à notre table et on va se régaler tous ensemble. 4 mois se sont écoulés depuis le dernier enregistrement. Des congés estivaux, de la flânerie, des escapades, mais toujours le même ADN qui me stimule ici, dans ce joli studio module. Vouloir mettre à l'honneur les projets, les initiatives, les ambitions de celles et ceux qui construisent la gastronomie selon leurs valeurs, avec passion toujours. Bienvenue dans le premier épisode de la saison 3. J'invite aujourd'hui Alain-Christian Priseau, restaurateur et gérant de la Cocotte d'Alain, un établissement où se mêle l'amour du vin, du terroir et des gens, à côté de Lille. Bonjour Alain. Bonjour Virginie. Cédric Casanova, penseur, agriculteur et restaurateur. Vous êtes le fondateur et le gérant de La Tête dans les Olives. Bonjour Cédric. Bonjour. Vanessa Calus, passionnée de chocolat et de gastronomie en général, elle contribue et cherche à développer de belles histoires gourmandes depuis 25 ans. Bonjour Vanessa. Bonjour à tous. Et enfin Valentine Thibert, passionnée d'arômes, de saveurs et d'histoires. Elle est chocolatologue, l'équivalent d'une œnologue dans le domaine de la dégustation de chocolat. Bonjour Valentine. Bonjour. Alors, je commence avec Cédric, parce que c'est un parcours assez atypique. Tu as été funambule au Cirque du Soleil. Alors, comment on passe de l'ambiance circassienne à la culture du goût des olives ? On passe d'une culture du cirque, on passe d'une communauté à une autre communauté. Le cirque, c'est une communauté, ça fonctionne sur l'idée d'une stimulation, et le passage à l'agriculture, c'est une autre communauté, et la recherche, c'est toujours la même stimulation. Donc, c'est l'idée d'une idée qu'on travaille ensemble, qu'on va emmener ensemble. C'est pour moi assez cohérent, hein. Pas si éloigné que ça. Mais du coup, tu étais dans un monde d'artistes. Je suis très proche de l'agriculture sicilienne depuis que je suis né. D'accord. J'ai grandi à Paris, entre Paris et la Sicile. J'ai décidé de partir dans le cirque. C'était pas du tout prévu. Je voulais faire de l'éthologie. J'étais passionné par la primatologie. Pour le bac, je suis arrivé dans une école, il n'y avait pas de prof de gym. Donc il fallait s'improviser. Et comme mon père était plongeur acrobatique, j'avais la notion du tour. Oui, pas plongeur dans un restaurant. Non, rien à voir. Il était architecte, mais il est très sportif. Ouais. Et j'avais demandé ce qu'il fallait pour avoir 20. Il fallait faire rondade flip soper. Papa, c'est compliqué, mais non, c'est rien. Et nous voilà partis à la cité universitaire. Et en fait, en lisant mes livres de Coran de Lorenz, en lisant tout ça, et en même temps sentant mon corps qui changeait, je m'étais fait une théorie, puisque l'éthologie est quand même... Il y a beaucoup de non-verbal, beaucoup d'observations. Précise ce qu'est l'éthologie. L'éthologie, c'est l'étude du comportement chez l'animal, la structure sociale, et ce qui va faire qu'on peut parler d'une société. Donc c'est la formaliser. C'est-à-dire que je suis parti chez Fratellini dans l'idée d'acquérir un langage acrobatique, puisque dans la primatologie, c'est un changement d'équilibre, surtout quand ils sont dans les arbres. C'est-à-dire, il y a tout un... Et je me suis dit, je suis sûr que je comprendrai des choses que qui ne sait pas le faire ne comprendra pas. Évidemment. Et l'univers de l'université était pas franchement folichon. L'éthologie, il fallait attendre 3 ans. Le cirque, ça a été immédiat. J'ai commencé à monter des cages à Lyon. C'était la fête, on transpirait. Il y avait une ambiance saine. Au bout d'1 an, je suis parti travailler. Je me suis fait un accident à la tête. En rentrant au cirque, à l'école du cirque, j'ai commencé à marcher sur le fil. Et là, il y a mon professeur, Manolo dos Santos, qui m'a regardé. Il m'a mis en observation pendant comme ça 15 jours. Puis à un moment, il est venu me voir, il me dit « Pour moi, toi, t'as l'équilibre du fil souple. » « Ah bon, c'est quoi ?» Et il a détendu le câble. Il m'a dit « C'est ça. » Il m'a montré. Donc, il avait 67 ans. Il voyait pas la fin du fil. Et il s'est mis à cavaler sur le fil. C'était génial. Il dit « Vas-y, essaye. » Je suis monté. Et effectivement, j'étais dans ma salle de bain. Je cherchais pas l'équilibre. C'était naturel. Donc là, il m'a... C'était un peu à la Karate Kid, hein, l'ambiance. « Maître, oui, mon élève. » Et il m'a testé. Et puis après 15 jours, il est venu me voir, il dit « Écoute, moi je suis arrivé en 76, ça c'était assez initiatique à la Karate Kid. Je suis arrivé en 76. Depuis 76, je cherche mon élève pour lui apprendre ce que moi je faisais quand j'étais petit. »
Et bon, hormis la carte postale, effectivement, j'ai dit, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu vas pleurer, tu vas manger, tu vas travailler avec ton fil, ça va devenir ton outil de travail. Faut que je réfléchisse, puis j'ai fait ma balance. Cirque, université, cirque, et je suis parti dans le cirque comme ça. Et combien de temps t'es resté dans le cirque? Et mon dernier spectacle était au Casino du Liban en 2007. D'accord, et donc 2007, qu'est-ce qui fait... De 88 à 2007. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on bascule justement dans un autre univers? Donc tu parles de Sicile, donc des terres siciliennes. Est-ce qu'il y avait déjà des oliveraies là-bas qui faisaient que tu étais familiarisé avec les olives ou pas du tout? Oui. La Sicile, nous on y allait tous les étés. Nous j'ai grandi entre la plage et la campagne. La campagne, c'est le vin et l'olive, l'huile. L'huile, on l'a rapportée à la maison. C'est-à-dire que nous, on avait notre quantité d'huile. La symbolique de l'huile, c'est un produit annuel. On a rencontré pour nous, l'huile est affective, en fait. C'est un prolongement familial. Il y a toujours eu de l'huile à la maison. J'ai toujours ramené de l'huile à la maison. C'est-à-dire que l'avion, je l'ai pris pour la première fois à 28 ans parce que je faisais avec le Palatine, le train, je faisais Paris-Rome. Le soir, je reprenais le train à Rome pour descendre à Palerme. C'était 2 jours. Et quand je remontais, c'était voyage de l'immigré, le sac à dos plein de conserves et les 2 jerrycans d'huile. En fait, elle s'est inscrite naturellement. J'ai eu naturellement une analyse de marché sans m'en rendre compte. J'ai vu, si vous voulez, les gens à Paris qui découvraient le produit. À la maison, notre histoire n'était pas une histoire de cuisine. On mangeait très bien au sens de la diététique. On a toujours mangé des produits crus. On a toujours eu une forme de produit qui avait une traçabilité. Mais on parlait pas de cuisine, ça nous passionnait pas, ça passionnait ni ma mère ni mon père. Par contre, on buvait de l'eau, il y a jamais eu de Coca-Cola, il y a eu des valeurs affirmées. Et je voyais moi les gens à la maison qui passaient, parce qu'il y avait quand même du passage, qui découvraient l'huile. Ils prenaient la bouteille, ils respiraient, donc c'est une bouteille en plastique, ils respiraient et ils souriaient. Moi, ce que je voyais, c'était cet engagement physique à la reconnaissance d'un produit. Sensoriel. Purement sensoriel. Et surtout, ce que j'ai traduit, c'est l'accès à l'idée de ce qui est bon. De manière totalement spontanée. Nous, on disait rien. Ça vient de Sicile, c'est la famille. Et les gens adhéraient d'un coup, ça, c'était bon. Ok. Donc, ce que je voyais, c'était la reconnaissance de me dire, de leur part, de dire, ok, là, d'un coup, j'ai un point de repère. C'est ce que j'ai réalisé plus tard. J'étais avec le Cirque du Soleil. J'allais emmener ma bouteille d'huile. J'avais tout mon folklore avec moi. Puis au Cirque du Soleil, je me suis projeté à 10 ans. Je commençais à avoir les muscles qui faisaient mal. J'avais pas non plus trouvé la troupe avec laquelle j'exprimais ce que je voulais artistiquement. Et c'est comme ça que je me suis dit, j'avais 33 ans, symboliquement, c'était assez marrant. Si je dois changer, il vaut mieux que je le fasse maintenant. Il y aurait rien de plus simple que de retourner au cirque. C'est un trajet que je connais. Et c'est comme ça que je suis parti en Sicile pour me ressourcer. Et puis, à caresser différentes idées, je me suis dit, mais pourquoi pas la faire, cette histoire d'huile? Et c'est comme ça que ça a démarré. En fait, j'ai emmené 100 kilos d'huile, j'ai rappelé tout le réseau des amis. J'ai dit, je pars dans l'huile, on va voir ce que ça donne. En 4 jours, j'avais vendu de l'huile, j'ai dit. Et là, je suis reparti en Sicile pour essayer de comprendre ce que moi je voyais, parce que c'est pas du tout ce qui était en place à Paris. Et c'est comme ça que j'ai été amené à participer à l'agriculture, comme ça que me suis créé un cahier des charges totalement... il y avait rien. M'inventer des gestes pour arriver devant une oliveraie, essayer de comprendre ce que l'oliveraie pouvait me donner, essayer de comprendre quelle était l'image que j'allais pouvoir proposer sur le Nord-Europe ou ailleurs, pas des zones de production. C'est un peu comme un numéro. Un numéro, quand on fait un numéro, il faut avoir du style. J'adore. Comment est-ce qu'on fait pour avoir du style? Main dans le cambouis. Très bien, on en saura plus après. En tout cas, merci pour cette belle histoire. Je fais le lien avec Alain, parce que toi, tu es restaurateur, passionné de goût, chef, comme moi, donc tu travailles beaucoup les produits bruts, et tu as aussi une trajectoire un petit peu spécifique, c'est-à-dire que moi, je t'ai connu à Paris. Tu avais un restaurant à Paris, tu faisais aussi du domicile comme moi à Paris, et à un moment, tu as eu l'opportunité de partir à Lille. Alors, ça n'est pas à Lille, c'est à Fournin-Wep. Fournin-Wep, donc dans les Hauts-de-France, Exactement. où tu as créé donc la Cocotte d'Alain. Tu étais quand même dans le 15e arrondissement de Paris. Exactement. Et tu es parti donc à Fournin-Wep. Pourquoi ce choix ? Et comment tu assumes aujourd'hui ce contraste finalement entre une ville très effervescente et une ville justement que tu vas, toi, redynamiser ?
Alors, la question est bonne. Pourquoi ce choix? Bien sûr que la question est bonne. Toutes mes questions sont bonnes. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce qu'il fallait se refaire. Hein. On a eu quand même un gros souci au niveau de la restauration avec le Covid. Le Covid qui nous a appris à se réinventer. Quand on sort de là, on a tous laissé nos séquelles. Hein. On s'est dit qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va réinventer pour redonner le plaisir et l'envie aux gens de revenir en restauration. Et on se dit, on a déjà tout vu. Bon, un jour, on m'appelle, on me dit, écoute, on a une affaire à Lille. Viens voir. Je me dis, mais déjà, on me contacte sur LinkedIn. Je me dis, mais ça, c'est un leurre, ça. LinkedIn, pourquoi moi? Alors, je regarde pas. 2 semaines après, je regarde. Je dis, bon, allez, je vais essayer d'aller voir. Est-ce que vous êtes sûr de votre histoire? Oui, venez voir. On vient me chercher. La personne vient me chercher avec une grosse voiture, une Ferrari. J'ai dit, oh, wow, ça promet. Donc, je monte, j'y vais et je me retrouve dans un village dortoir avec des pierres rouges partout. Ah ouais, non, mais moi j'y suis allée. Voilà, le vrai village Je me dis, attends, Nord, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu viens faire là? Après, je regarde le restaurant, je me dis, bon, non, c'est pas pour moi. Elle est très forte, cette personne me prend en voiture et me dit, bon, on va faire un petit tour, comme ça tu regardes, c'est 2500 habitants, il y a 4 restaurateurs, je fais un pâté de maison, il y a une banque. Je refais un pâté de maison, il y a une autre banque. Je refais un pâté de maison, il y a une banque, 3 banques, un village. Et il y a une église. Je dis, ça veut dire qu'il y a l'argent, on va essayer. Donc, je me suis jeté à l'eau, je me suis dit, il faut se réinventer, donc on y va. Donc, je me suis dit, c'est un challenge, je vais le faire. Et donc, je suis allé. Je me suis installé donc à Fournaweb, qui est à 10 minutes de Lille, qui a rien à voir avec Lille, mais dans ma tête, je me suis dit, il y a tout à refaire, c'est-à-dire à donner plaisir aux gens, à goûter ma cuisine. Est-ce que ça va leur plaire? Est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce qu'ils vont pas aimer? Je me suis dit, bon, allons-y. Et 2 semaines après, j'ai la Voix du Nord qui vient me voir. On parle que de vous, mais qu'est-ce qui se passe? Vous venez d'arriver, l'effervescence, il y a la queue dehors, on parle de la cuisine de grand-mère, on parle de la cuisine mijotée. J'ai dit, j'étais pas au courant. Et moi, je baisse la tête, je tape dedans. Si ça peut faire plaisir, pourquoi pas? Donc, j'ai continué et au jour d'aujourd'hui, ça se passe plutôt très, très bien. Alors, comment tu définirais le restaurant l'atmosphère du restaurant en 3 mots? Alors, chaleureux, l'amour de ce qu'on fait, le plaisir et la passion. Ça dit plus de mots que prévu. Passion, c'est très bizarre, ça. Alors, moi, j'ai eu l'occasion d'y aller 2 fois. Oui. Et je confirme qu'effectivement, déjà, tu incarnes pleinement ce restaurant. Et moi, quand je vais le voir, effectivement, on est dehors en général à prendre un premier verre avant le service, et tout le monde, et bonjour. Donc, on peut dire que tu t'es bien intégré? Exactement. C'est vrai que je me suis bien intégré, mais une fois de plus, c'est cette passion qu'on véhicule dans nos plats. Et ça nous donne ce résultat. Rien à dire de plus. Merci Alain Christian. Valentine. Alors Valentine, toi tu t'es spécialisée, donc tu es passionnée de chocolat évidemment, tu t'es spécialisée dans l'histoire du cacao au Mexique. Oui, alors ça c'était tout au début de mes aventures dans le chocolat. En fait, je fêterai l'année prochaine mes 30 ans de chocolat. Bravo. Oui, merci. C'est une 2e carrière. Et je me suis reconvertie, je dirais pas par hasard, mais par destin, parce que finalement le chocolat me suit, dès que je veux m'en échapper, voilà, il me rattrape. Qu'est-ce que tu faisais avant, Valentine? Avant, je travaillais dans l'entreprise familiale en fait, mais c'était donc j'étais obligée de le faire et c'était pas ma passion. Donc pas du tout un domaine alimentaire? Ah, pas du tout. D'accord. Non, c'est du matériel pour artiste peintre, rien à voir. D'accord, très bien. Voilà. Et donc, en fait, quand j'ai mis mon dernier enfant à l'école, j'ai commencé à retravailler comme journaliste, ce qui correspondait mieux à mes capacités, à mes études, en tout cas. Et là, il s'est trouvé que j'ai travaillé sur le premier journal, qui parlait de chocolat, qui traitait de chocolat, qui s'appelait Chocolat Magazine. On est en 1995. Je suis obligée de réfléchir, ça fait tellement longtemps. Et quand je suis arrivée dans ce domaine, je me disais, qu'est-ce qu'on va raconter sur le chocolat? Il y a rien à dire. Voilà, on achète du chocolat pour Pâques, pour Noël, et puis sinon c'est des tablettes. Et j'ai découvert un univers passionnant qui était endormi, on va dire, et qui s'est réveillé juste au moment où je suis arrivée. J'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que j'ai commencé à interviewer pas mal de personnes.
Une chose qui m'étonnait vraiment, c'est qu'on parlait toujours du chocolat, et je me disais, mais c'est pas possible quand même, les fèves de cacao, elles doivent bien avoir des arômes différents, pourquoi est-ce qu'on n'en parle jamais ? Et en fait, ça avait été oublié. Je crois qu'il y a eu un petit peu cette histoire dans le vin aussi, parce qu'il y avait eu de nombreuses maladies, et du coup, on s'était plutôt concentré sur ce goût qu'on appelle chocolat chez nous, mais qui est totalement différent dans d'autres pays, et en particulier au Mexique. Et j'ai commencé à me poser un tas de questions, et personne ne savait me répondre. Et comme je suis d'un esprit très très curieux, j'ai fini par voyager par moi-même pour en avoir le cœur net. Je me souviens avoir fait le tour de la Côte d'Ivoire en suivant un acheteur de Barry Callebaut, et j'ai goûté, j'étais sûrement une des premières à le faire, les fèves de cacao. On a fait tout l'arc baoulé. J'ai goûté les fèves de cacao au fur et à mesure de notre avancée. Lui, il était là juste pour évaluer combien on allait avoir de tonnes de cacao. En fait, ça, c'était typique du monde du cacao industriel et du cacao à cette époque. Donc en 1995. Et puis j'ai fait ma première dégustation de fèves de cacao avec des gens du CIRAD. Chacun va apporter ses petites fèves qu'il avait collectées à droite à gauche. Qu'est-ce que c'est que le CIRAD ? Alors le CIRAD, c'est l'organisme qui travaille sur les cultures tropicales. D'accord. Donc, et en particulier le cacao. Ok. Et là, découverte, effectivement, on avait des notes aromatiques qu'on trouvait jamais dans les chocolats, qu'on achetait en tout cas à l'époque dans le commerce. Donc des notes de fleurs, des notes de fruits, des notes d'épices. Ah, ça m'a fascinée, vraiment fascinée. Donc le journal s'est arrêté parce qu'on n'avait pas assez de publicité. Donc à l'époque, il n'y avait pas de journaux, c'était que de journaux sur Internet, c'était que du papier. Et j'ai travaillé sur d'autres produits alimentaires, mais c'était pas du tout aussi fascinant que le chocolat. Et finalement, en rencontrant Vanessa, on a commencé à monter des dégustations. Et là, j'étais de plus en plus fascinée par ce produit qui commençait vraiment à évoluer, et en particulier par ses origines. Et les origines, c'était le Mexique. Donc, j'ai eu l'opportunité de travailler pour un musée du chocolat qui s'appelait Les Secrets du Chocolat, qui est à Gepolsheim. Alors ça, on part aussi dans le nord, là. Et on m'avait demandé de trouver une iconographie sur le cacao pour reconstituer un marché aztèque. Et là, au Mexique, je n'ai rien trouvé, rien. J'ai fait 11 musées et il y avait rien sur le cacao, rien du tout. Et c'était tout à fait étonnant puisque à l'époque, tout le monde pensait effectivement que le chocolat venait du Mexique, le cacao venait du Mexique. Et donc, je suis partie chez des planteurs pour en savoir un petit peu plus. Et en fait, c'était comme un grand puzzle. Et chacun me donnait une petite pièce de l'histoire. Donc, je me suis dit, c'est vraiment intéressant, mais peut-être qu'il faudrait que j'apprenne la langue. Et je me suis mise à faire des études de Maya. Donc, j'ai passé le diplôme de Maya. Des études de Maya. Oui, oui, parce que la langue, qui nous a passé les recettes de chocolat, ce sont les Mayas. Et après, les Aztèques, via les Aztèques. Donc, ce sont deux cultures différentes. Les Mayas existent toujours. Les Aztèques, c'est une courte civilisation. On y parle le nahuatl, donc c'est une autre langue. Et en fait, j'ai été fascinée par la mythologie et par l'histoire de ce chocolat qui remonte à la création du monde. Évidemment. Ah oui. Et ça a été non seulement on était sur des arômes différents, donc ma première surprise là-bas, les fèves et les chocolats que je goûtais avaient plutôt le goût d'amande. Et d'ailleurs, autrefois, quand les Espagnols sont arrivés, on parlait d'almendra des cacao, donc les amandes de cacao, et pas du tout les fèves de cacao. Et ce fait de voir qu'à travers le langage, on découvrait aussi, le langage c'était mon univers, on découvrait aussi l'histoire de la gastronomie en matière de cacao. Là aussi, j'étais fascinée. Donc en fait, ça a tout été une histoire de fascination. Et sur ce, j'étais invitée à un salon de l'agriculture à rencontrer des planteurs qui venaient du Soconusco, une région perdue et excentrée du Mexique que personne ne connaissait plus à l'époque. Et en fait, je vais les voir et je leur dis, parce que j'avais beaucoup travaillé sur l'histoire, j'étais la dernière lectrice d'une bibliothèque qui a disparu. C'était une bibliothèque qui était la bibliothèque de Monsieur Sanders. Elle a été dispersée aux quatre coins de la planète. Et j'avais lu beaucoup d'ouvrages du 19e siècle et on parlait du cacao royal du Soconusco. Et là encore, je me suis mise à rêver en me disant, le cacao royal du Soconusco, on n'en avait jamais. Il était toujours réservé aux Espagnols. Ça me paraissait une profonde injustice. Et voilà que je rencontre ces planteurs du Soconusco et je lui dis, monsieur, quelle chance de vous rencontrer. Dites-moi quel est le goût des fèves du cacao de Soconusco. Il paraît que c'est le meilleur du monde. Et ce grand monsieur, je le revois encore, qui devait avoir une quarantaine d'années, s'est mis à pleurer.
devant moi en me disant « Je ne sais pas, mais personne n'en parle plus, personne ne veut nous acheter notre cacao, on le trouve trop cher, il y a des étrangers qui sont venus, qui nous l'ont hybridé. Mais si vous voulez, si vous pouvez m'aider à retrouver ces racines, je serais vraiment très content. » Et ils m'ont invité. Donc, je n'avais pas du tout l'argent pour financer le voyage. Une personne qui était là qui m'a dit « Ah bah écoutez, c'est pas grave, si vous voulez aller goûter du miel, moi je voudrais importer du miel du Mexique. Écoutez, je vous envoie au salon bio. » Voilà. Et je pars le premier salon bio du Mexique, à Tuxtla Gutiérrez, une ville perdue aussi dans les Chiapas, pour aller goûter ce miel et après partir en car avec ces Mexicains, je les avais vus une fois, pour aller rechercher leur cacao dont j'avais vu plein de descriptions dans les livres. Voilà, donc je pars là-bas. Ma chambre n'était pas prête, donc je vous raconte toute l'histoire et après on va passer à autre chose. C'est un peu fascinant en même temps, Valentine. Oui. Je pense que et donc là-bas, j'arrive, ma chambre d'hôtel n'était pas prête, je connaissais personne, donc je me suis dit, je vais essayer de travailler sur l'histoire du dieu du chocolat, Quetzalcoatl, alias Kukulkan, alias plein d'autres noms au Mexique, ce qui veut dire le serpent à plumes de Quetzal. Et donc je trouve deux ou trois statuettes qui représentaient effectivement ce dieu qu'on appelait Ekshua là-bas, encore un autre mot. Et je me suis dit je vais aller il y a un jardin botanique, je vais aller voir le Quetzal. Donc je prends le taxi qui était assez énervé de voir que j'avais passé tant de temps dans le musée et qui me dit sobrement mais avec sévérité aussi. Non, il n'y a pas de Quetzal. Le Quetzal, c'est un animal qui ne vit qu'en liberté, un oiseau qui ne vit qu'en liberté. On ne le verra jamais dans un musée. Je vais plutôt vous emmener ailleurs et je vais vous emmener voir un canyon, le canyon de Sumerido. J'avais pas du tout envie d'y aller en fait, mais pour lui faire plaisir, et je l'avais tellement fait attendre ce pauvre monsieur, donc on y va quand même. Bon, c'est un canyon, voilà, bon, ce qui n'avait rien de très très fascinant. Et au retour, moi aussi j'étais énervée, donc je prends mon dictionnaire, je parlais pas un mot d'espagnol et je lui dis en espagnol avec mon dictionnaire franco-espagnol, moi mon rêve voir Quetzal. Et j'avais pas plutôt dit ça, je savais pas du tout la grammaire. J'avais pas plutôt dit ça, qu'il y a un Quetzal, l'oiseau qu'on n'avait pas vu depuis 50 ans, qui est passé au ras du pare-brise. Et là, c'était juste magique. Et lui, il en avait jamais vu. On n'en voyait plus de ce Quetzal. Et quand j'ai raconté mon histoire, tout le monde m'a dit, toi, tu es celle qui a vu le Quetzal. Donc c'était comme dans Tintin. À l'époque, c'est ma référence. J'étais celle qui a vu le Quetzal. Et du coup, j'ai été vraiment aidée là-bas. Et avec ces planteurs, on est parti dans les anciennes plantations. On a retrouvé des cacaos à fèves blanches, ce qu'on appelait après, on appelait ça les cacaos criollo, qui est voilà. Et toute l'histoire a été reconstituée. Et un chocolatier qui est un très très grand voyageur et qui a vraiment un esprit d'aventurier aussi, a bien voulu acheter leurs fèves de cacao. Et le cacao, ce cacao royal du Soconusco, il est revenu en France. Donc voilà. Et ça a été un petit peu un aboutissement de cette histoire pour le Mexique, en tout cas sur le cacao. Et du coup, j'ai continué l'histoire, voilà. Et après, je me suis intéressée à bien d'autres origines, mais en tout cas, c'était juste fascinant. Et c'est vrai que ce cacao a des notes extraordinaires. Il a des notes de cacao, mais c'est pas dominant. On a des notes d'amande, il y a des notes de fruits exotiques, des notes d'épices aussi, plutôt du piment. En fait, c'est un cacao vraiment, vraiment extraordinaire. Et tout le monde l'adore. C'est ce que tu nous as apporté là? Alors, pas du tout. Aujourd'hui, Qu'est-ce que tu nous as apporté? Parce qu'on a envie de goûter. Dis-nous. Alors, je vous ai apporté un cacao qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on appelle ça tritubar. Alors, malheureusement, tous les nouveaux mots. Parce que c'est d'habitude, on connaît bean to bar, du coup. Oui, là, on connaît plutôt bean to bar, donc de la fève à la tablette. Mais tout le monde ne connaît pas encore cette expression. On en est loin, puisque je travaille pas mal pour le grand public aussi. Et là, on est donc de l'arbre à la tablette. Et là aussi, c'est une très très belle histoire. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller à Sao Tomé. J'étais partie comme journaliste là-bas. On avait suivi un homme qui s'appelait Monsieur de Berthe, qui a vraiment créé le concept de bio-équitable. Et je me souviens, j'étais partie avec un photographe à l'époque. On n'avait pas tous ces merveilleux appareils qui permettent de faire des photos très très facilement. Et on était assez sceptiques. Et à Sao Tomé, il faut savoir que c'est une île qui a eu son indépendance vraiment très tard, dans les années 70. Et c'est un pays extrêmement pauvre. Je crois que c'est le pays le plus pauvre que j'ai jamais vu, avec Haïti, peut-être même plus pauvre qu'Haïti encore. C'est pas peu dire. Donc les gens n'ont rien, là-bas, n'avaient rien du moins à l'époque. Et le cacao, quand les Portugais sont partis au moment d'indépendance, ils avaient fractionné toutes les étapes de fabrication du cacao
Donc, il y avait quelqu'un qui s'occupait des arbres, quelqu'un qui faisait la cueillette, quelqu'un qui faisait la fermentation, mais personne ne connaissait le process. Et donc, en fait, cette culture du cacao était tombée à l'abandon, quasiment complet, puisque pour vendre du cacao, ce qu'on appelle le cacao marchand, il faut absolument fermenter les fèves. Et ce monsieur a réinitialisé cette fermentation des fèves. Il a beaucoup aidé les planteurs. Et quand on est allé là-bas, c'était son anniversaire. Et pour son anniversaire, pour la première fois, les producteurs de cacao avaient inventé un gâteau avec les fèves de cacao. Et ils étaient vraiment tellement heureux de le voir. Donc, il avait vraiment travaillé avec eux, pour les aider à s'en sortir. Et il faut savoir que Sao Tomé, c'est une plaque tournante de toutes les variétés de cacao. C'est par là que le cacao est rentré en Afrique. Et donc, c'est un melting pot absolument incroyable. En plus, c'est sur une île volcanique, et la terre volcanique, qui est très riche, apporte beaucoup, beaucoup d'arômes au cacao. Et donc, les cacaos sont extraordinaires là-bas. Et donc, c'est pour ça que je vous ai apporté cette tablette qui s'appelle Diogo Vaz. J'avais visité cette plantation. Donc, après, il y a eu beaucoup d'autres initiatives après Monsieur Debert. Donc, qui a fait vraiment redémarrer la cacaoculture. Et donc, j'avais visité cette plantation Diogo Vaz, qui était totalement à l'abandon, une plantation magnifique, qui a été remise en valeur par une équipe franco-santoméenne, on va dire. Et ils ont resélectionné les variétés de cacao. Et sur celle-ci, on est sur un Trinitario. Donc le Trinitario, c'est pas vraiment une variété, c'est une variété commerciale, mais justement, elle est issue de ce melting pot particulier de Sao Tomé. Et en plus, ce cacao n'a pas été, alors il a été bien fermenté, mais il n'a pas été rôti. Donc en anglais, Trinitario unroasted. Donc ça veut dire qu'il n'a pas été torréfié du tout. Et donc du coup, on est au plus près de la fève. Et dans ce cacao, vous avez des notes, ces notes d'amandes merveilleuses dont je vous parlais, des notes d'amandes fraîches, mais à cause de la fermentation, on monte quand même à 45 degrés. On a aussi des notes d'amandes grillées. On a des notes de bananes un peu vertes. On a des notes de terre, des petites notes un peu fumées qui viennent aussi de ce terroir très, très particulier. C'est à la fois puissant et doux, et c'est un chocolat que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais apporter. Alors du coup, tu vas ouvrir le chocolat, tu vas nous faire déguster le chocolat, et pendant ce temps-là, je donne la parole à ta voisine. Oui, Vanessa, tu vas parler. Alors justement, toi, tu as travaillé donc longtemps avec Valentine, mais tu as une grande expérience dans l'événementiel, dans la gastronomie, notamment la gastronomie haut de gamme. Qu'est-ce que ça a pu t'apporter, toi, sur ta vision, justement, sur le goût, sur les rencontres culinaires et sur l'art de vivre à la française? Vaste question. Toujours résumer les choses de façon... Alors, oui, j'ai eu cette expérience-là, mais elle est arrivée un peu par des rencontres inopportunes. Et c'est ça que j'aime, en fait, dans mon parcours, c'est que j'ai vraiment un profil atypique. Je suis originaire du Grand Est, de Metz, voilà. Et là-bas, si tu veux, déjà tout petit, on est dans les salons de thé comme vous êtes à Paris dans les cafés. Et si tu veux, moi, les doux mots, déjà ma plus tendre enfance, c'est pas l'huile d'olive, mais c'est le café Klatsch, c'est les Frühstück, c'est voilà. Et c'est un moment de convivialité incroyable où tu réunis ta famille, tes amis, et où on peut rester à table pendant des heures à manger du chocolat, des pâtisseries, en fait tout. Donc l'art de la gastronomie, j'ai envie de te dire, elle vient déjà de mes racines et de mes cultures. Et puis j'ai fait un parcours classique d'histoire à la base. On va se retrouver là-dessus, Virginie, je crois. Donc à Metz, et puis j'ai très vite évolué. J'ai eu l'occasion de vivre en Belgique, où là j'ai découvert des concepts de gastronomie, parce que tu l'as bien compris, je suis une épicurienne avant tout. Ensuite, je suis allée en Bourgogne, où j'ai eu la connaissance des vins, tu vois, toujours des terroirs incroyables, et où à chaque fois je découvrais, malgré moi, une culture, un savoir-faire, des talents. Pareil en Bretagne, quand j'ai évolué au sein de la Bretagne, il y avait des gens, les Bretons de l'intérieur, les Bretons de l'extérieur, où j'allais aussi bien chez les ostréiculteurs que les agriculteurs, que voilà, j'ai évolué vraiment dans plein de milieux, et puis jusqu'au jour où je suis arrivée à Paris, et où, prêt à être prof d'histoire, par une rencontre encore inattendue, j'ai en fait eu l'opportunité d'envoyer mon CV, ma candidature, dans une très grande maison de gastronomie, et où il y avait à ce moment-là cette maison venait d'être prise, et
je crois que le président avait 27 ou 28 ans à l'époque, j'en avais 25, et où il m'a fait confiance et il m'a dit, voilà, tu as carte blanche, je te donne cette maison pour la commercialiser et puis monter, structurer et développer tout un service commercial. Voilà, sur la partie banqueting en priorité. Et là, évidemment, moi, je suis pas du tout issue de ce milieu-là, donc j'ai commencé en 3 mois, très vite, à aller dans dans les cuisines, les laboratoires, les salles, la réception. En fait, je peux pas parler de choses que je ne connais pas. Et donc, à chaque une fois, vraie immersion, complètement protéiforme. Oui, c'était un peu la condition sine qua non. Ils m'ont donné évidemment cette immersion. Et puis en parallèle, je montais les outils marketing, commerciaux, etc., qui m'ont permis, par la suite, d'aller commercialiser cette maison. Et c'est comme ça que je suis rentrée finalement par la grande porte dans la gastronomie et dans le haut de gamme. Et là, je souris parce que tu te retrouves à gérer beaucoup de personnalisation, à avoir une exigence dans le détail de tout. Et là, on peut plus être à peu près dans la technique. Il faut la maîtriser, la technique. Mais au-delà de la technique, et c'est là où je vais revenir un peu sur ta question, il faut non seulement maîtriser la technique, savoir de quoi tu parles, savoir mettre en avant aussi les talents et les savoir-faire des autres, mais également avoir ce savoir-faire. Et les deux sont pour moi vraiment indissociables. Et ça, c'est hyper important parce que ça te permet non seulement de créer de la relation avec les gens, avec les talents, d'avoir une dimension très managériale aussi avec les équipes, mais y compris d'avoir la confiance et de créer vraiment cette relation avec les gens. Voilà. Et fort de tout ça, je l'ai fait pendant de nombreuses années, mais il a fallu aussi se réinventer parce que j'ai évolué dans beaucoup de domaines, aussi bien le banqueting. Donc quand tu dis banqueting, c'est les réceptions ? Oui, les réceptions, pardon. D'accord. Et dans l'événementiel, voilà, où il fallait faire beaucoup d'événements. Mais aussi dans les cadeaux clients, bien évidemment, où là, t'arrives et on te dit, moi, j'ai envie d'avoir un cadeau unique, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? Et puis, un petit exemplaire ou beaucoup d'exemplaires. Donc, là, il faut un peu vraiment être au fait. Et ça, je crois que c'est vraiment ce qu'on apprend aussi dans la gastronomie et dans ce haut de gamme, c'est être au plus proche des attentes et des besoins des clients. Et effectivement, pouvoir leur donner la satisfaction. Mais quand ça n'existe pas, t'es bien obligé de faire appel à la création. Et là, de t'appuyer sur les chefs et sur leur savoir-faire et sur les produits et sur tout ça. Et c'est comme ça qu'avec Valentine, on m'avait demandé de créer un petit peu des concepts un peu novateurs qui pouvaient sortir un peu du lot. C'est comme ça qu'on a créé les dîners tout chocolat. Et on a été une des premières maisons aussi à créer ces dîners tout chocolat. Les gens m'en parlent encore. Et c'était juste une association de talents entre un chef qui était notre chef de cuisine et Valentine avec son savoir-faire, sa culture, et où on a créé cette cuisine et cet événement à 4 mains et pour en faire un événement unique et qui a duré pendant très longtemps. Et les gens m'en parlent encore. Voilà. Oui, j'ai envie de te dire, technicité, savoir-être, c'est vraiment le propre aujourd'hui de la gastronomie et du haut de gamme. Voilà, pour répondre un peu rapidement à ta question. Merci beaucoup. Très intéressant, Vanessa. Alain Christian, alors justement, on parle d'exigence et on parle de client. Toi, ton client type, c'est qui ? Le client que tu veux satisfaire, que tu veux chérir, qui franchit la porte de ton restaurant ? Moi, c'est tout âge. Mm-hmm. Moi, je cherche à avoir tout âge. Pourquoi ? Parce que quand on a un enfant, on dit souvent que la vérité sort des bouches des enfants. Donc, lorsqu'on fait un plat qui est un peu plus épicé, l'enfant va dire c'est épicé. Lorsqu'on fait un plat qui est un peu trop sucré, l'enfant va dire j'adore. Et le plus âgé va dire oh ouais, c'est trop sucré pour moi. Donc, j'ai envie vraiment d'avoir toutes sortes de clients. C'est pour ça que vous allez voir que j'ai une carte qui varie un peu. J'arrive, ils me disent, mais oui, mais nous, on aime les burgers. Ça, c'est les enfants. C'est les plus jeunes. Et j'ai dit, les burgers, je suis pas McDo. mais il fallait s'inventer ce sandwich avec de la viande chaude, etc. Il fallait créer quelque chose qui rentre dans le sens des jeunes. Et ton pain maison, surtout. Et le pain maison. De Ben's maison. Et ça n'a pas suffi, les jeunes ne venaient pas. Pourquoi ? Parce qu'à l'extérieur, ça faisait chic. C'est un bar à vin, un restaurant, mais ça faisait trop chic pour eux. Faut savoir que les jeunes aujourd'hui ne dépensent pas au-delà de 10 €. Et que mon burger commence déjà à chiffrer, on est déjà à 17, 18, 19 €
Le plus cher est à 20 €. Oui, mais avec une garniture qui est avec quand même, garniture qui va avec et on a quand même la salade fraîche, la tomate fraîche, on a quand même steak tartare, c'est vraiment et ce petit geste qui fait un clin d'œil un peu au fromage de Lille. Donc c'est une sauce fromagère carrément. Ils aimaient bien, mais il fallait les amener. Donc j'ai créé un mercredi déjeuner. Donc 10 € le burger pour les moins de 18 ans. Et donc ça a mené aussi ce côté un peu de ce dynamisme où j'avais tous les jeunes du village qui sortaient finalement, qui se retrouvaient alors qu'il y avait 5 restaurants, mais ils pouvaient pas aller au restaurant parce que c'était trop cher. Mais qui retrouvaient leur milieu, leur univers. J'avais des tables de 25 jeunes, de 30 jeunes. C'est marrant, ça changeait un peu. Les parents étaient contents, ils venaient me voir et me disaient « Ah, mais merci, hier les enfants sont arrivés juste après. » Et comme on dit chez nous, si tu veux toucher plus de monde, touche les enfants. J'ai touché les enfants, j'ai eu les parents. Donc c'est un peu plus élaboré aujourd'hui. J'ai plein de clients, c'est un peu ce qu'on nourrit aujourd'hui. Et donc ta plus grosse difficulté, moi qui suis venue te voir, c'est le recrutement. L'équipe. Est-ce qu'on peut en parler? Parce que c'est une vraie problématique qui touche tout ce milieu-là. Donc fais tes appels à candidature, s'il te plaît, maintenant. Bah là, merci Eugénie de me donner l'opportunité. Si ça peut marcher, ce serait bien. On a un gros, parce que je parle toujours à la troisième personne, j'ai un gros problème de recrutement. Plus personne ne veut bosser. Je pense que c'est pas seulement dans notre métier. Une fois de plus, je vous dis, ce Covid, il a bon dos. Il a apporté un peu ce genre de soucis. Donc aujourd'hui, on reste à la maison, on a TikTok et ça y est, c'est fini. On devient influenceur et on gagne de l'argent. Soit on tapote, on met le maquillage sur le visage, on se filme avec sa tête, avec son téléphone et on gagne de l'argent. Et donc nous, on est un peu, c'est nous qui en pâtissons en fait. On est vraiment très 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 mal aujourd'hui. Donc j'envoie aujourd'hui un SOS. On a un métier de passion, on a un métier d'amour, on a un métier de bouche qui a pris mal, qui a pris cher. On nous a toujours dit, jamais on restera sans boulot, mais on s'est retrouvé un jour sans boulot. On s'est retrouvé à rester à la maison alors qu'on a toujours faim. Et je dis aujourd'hui à tous ceux-là, revenez, redonnez les lettres de noblesse à notre métier, qui est un métier aussi de partage, qui s'éteint pas parce qu'aujourd'hui, le savoir-faire fait aussi partie du savoir-être et ça fait partie de la gourmandise. Revenez en restauration, revenez nous faire plaisir et faire plaisir à nos clients. Parce que si on se fait pas plaisir, on peut pas faire plaisir aux autres. Et surtout, toi, pour t'avoir vu dans ta cuisine à avoir du mal parce que tu es obligé de tout faire. Exactement. Du coup, tu ne peux pas te concentrer aussi sur l'essentiel qui est ton rapport aussi en salle avec les clients. Exactement. Donc, après, c'est surtout les jeunes auxquels tu t'adresses. Beaucoup des jeunes, aujourd'hui, qui n'ont que ce côté-là, on va travailler, mais c'est que pour l'argent, c'est que pour passer son permis, ce qui est normal. Mais il faut que ça soit quelque chose de constructif, que ça soit quelque chose d'avenir, pas du moment en l'instant T. Donc, je réditais ce que je dis. Revenez, même les plus âgés, pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, on s'est dit peut-être que les jeunes n'ont plus envie et que les plus âgés qui ont déjà d'expérience voudront renouer avec et je sais que tu les formes aussi. Exactement. Après s'il faut les former. Je prends du temps de former. Je prends du temps de former en sommellerie, je prends du temps de former en cuisine, en service. Effectivement, j'ai pas le temps. Aujourd'hui, j'ai pas de carte de vin dans mon bar à vin. Un bar à vin sans carte de vin. Pourquoi? Parce que plus personne ne veut bosser, donc on est obligé. Je crois que t'allais dire plus personne ne veut boire. Non, boire c'est autre chose. Vrai. Déguster, s'il te plaît. Et avec modération. Avec modération. Toujours, évidemment. Exactement. Donc, je suis obligé de changer ma carte chaque semaine et de changer les vins qui vont avec les plats chaque semaine pour permettre aux clients de voyager. Donc, je viens moi-même, quand il y a un jeune qui est là de passage, si vous voulez le vin, le chef qui est sommelier va vous accompagner parce qu'il change les vins selon les plats. Et c'est un peu ce jeu-là. Sinon, on peut pas vendre. Sinon, on n'a plus personne. Comme on n'a personne en salle, on est obligé de se réinventer. Donc, les clients jouent le jeu aujourd'hui. Le chef qui te propose un plat et en même temps, qui te fait voyager avec ses vins. C'est plutôt un nouveau concept.
Et ça marche. Au début, c'était un peu compliqué. On me dit, on veut une carte des vins. Hein. Et j'ai dit, non, attendez. Aujourd'hui, nous avons un bœuf bourguignon. Aujourd'hui, avec ce bœuf bourguignon, je suis allé dans un vin du Sud. Je suis allé sur la Syrah. Je cherchais un peu les épices parce que mon bœuf bourguignon, je vais le travailler différemment. Je mettrai les épices d'ailleurs. Je mettrai les aromates un peu plus différentes. On retrouve le bourguignon, mais avec le côté chaleureux. Donc, je vais aller vers la Syrah parce qu'il y a le côté poivré. Ah ouais, bon, ok, je vous suis, chef. Je vous suis. On joue le jeu comme ça. Mais on n'a pas le temps. On n'a pas autant de faire la vente additionnelle parce qu'il faut retourner en cuisine, il faut gérer le temps de cuisson. C'est un peu compliqué, ça devient très compliqué. Mais le meilleur est à venir. On ne lâche rien. On ne lâche rien, on le sait bien. Cédric, alors, nous, on est en pleine saison des vendanges en ce moment. Enfin, nous, je dis tous mes amis viticulteurs. Toi, comment ça se passe, l'exploitation de ton oliveraie ? C'est pas une oliveraie, il y a plus de 50 000 arbres. Donc oui. C'est beaucoup de parcelles. Comment ça se passe, c'est-à-dire ? Je sais pas, raconte-nous les coulisses. La coulisse des récoltes de l'olive. L'olive, les moulins vont ouvrir là cette année le 1er octobre. À partir du 1er octobre, on est en quête. C'est-à-dire qu'on va regarder la maturité de l'olive. Pour ce qui me concerne, moi, j'ai regardé la maturité de l'olive, puis je vais avoir une gestion après d'équipe. On commence la récolte, on se retrouve au moulin, on extrait. Vous êtes combien ? L'huile est faite. Par oliveraie, on est 3 minimum par parcelle. Il y a à peu près une centaine de parcelles. D'accord. Et toi, en termes de recrutement ? Pour la main. C'est pas du recrutement, non. Enfin, la main, c'est donc la famille, les amis, enfin les gens qui travaillent avec toi ? Non, je travaille beaucoup chez les autres. D'accord. Donc c'est les familles qui sont organisées entre eux. D'accord. Moi, mon intervention, c'est une optimisation. On n'apprend pas à son père à faire un enfant. Hein. Oui. C'est vrai. La récolte, ils la connaissent. Les arbres, ils ont 200, 300, 400 ans. Je veux dire, c'est des vieilles traditions. Le paysage agricole, c'est un vieux paysage agricole. Ils ont des pratiques. Ce que j'ai apporté, moi, c'est le regard sur le livret. C'est une nouvelle perception, mais on n'a rien changé, le moulin reste le même. Il y a juste, si vous voulez, des étapes qui ont été rajoutées dans l'accompagnement de l'olive. L'accompagnement, c'est surveiller les températures, vérifier que l'olive est saine, et pour le reste, ça roule. D'accord. Et donc... on regarde le temps, quand il pleut, la terre devient lourde, on peut pas récolter. Donc ça va avoir un travail sur la maturité de l'olive. Et là, en termes de rendement, sur cette année 2024. On en parle quand on est dans les champs, on n'en parle pas avant. Parce que l'année dernière, 2014, je sais que ça avait été compliqué. Ça s'annonce un peu serré, on a eu une grêle il y a 3 semaines, c'était des grelons qui étaient comme ma main, qui ont vidé, mon oliveraie personnel a été vidé, je dois avoir 10% des olives sur l'arbre. La région, autour de moi, c'est du 30-40%. Il y a eu une sécheresse qui a duré 8 mois, les olives ont beaucoup souffert. C'est que chaque année, c'est comme ça. Depuis 2014, on ne sait plus et on ne dit plus rien, on regarde en octobre ce qui se passe. Et on s'adapte. Et on prend ce que la mère nature nous a donné. C'est le côté positif, ça a toujours été comme ça. Mais c'est très bien. Voilà. Et donc, du coup, toi, tu as plusieurs boutiques. J'ai plusieurs boutiques. Où sont-elles ? Oui. J'ai ouvert des boutiques pour la clôture de filière. Donc, la première est née dans la rue Sainte-Marthe, dans le 10e arrondissement. C'est une petite boutique de 12 mètres carrés. Une petite grotte. J'en ai ouvert une deuxième dans le 14e par la suite, que j'ai fermée, que j'ai transformée en galerie d'art. J'en ai ouvert une autre à Londres. J'en ai ouvert une autre à Tokyo. À Tokyo, avec l'arrivée des Jeux Olympiques, ils ont détruit l'immeuble. Mais le Japon est comme ça. L'urbanisme au Japon est très différent de l'urbanisme. C'est très frais, très, très vigoureux. On devrait réouvrir là 2025. À Londres, j'ai eu une boutique au Covent Garden dans le Neal's Yard qu'on a fermée le 31 juillet et on est en train de voir sur une boutique à Mayfair. La boutique, c'est juste la possibilité d'avoir un lien direct de l'oliveraie avec une communication, si vous voulez. Quand les gens viennent en boutique, en tout cas au départ, c'était la présentation d'un cahier des charges. C'est surtout la présentation d'une réalité agricole. Donc l'idée d'amener une information. Paris est loin. On pense savoir, souvent, on ne sait pas, mais non pas parce qu'il n'y a pas l'information. De la même manière qu'en Sicile, on pense savoir et on imagine Paris, c'est un peu l'Eldorado. Je vais faire une caricature, mais non, à Paris, on ne tape pas dans les arbres pour prendre de l'argent. On travaille beaucoup. Oui. Voilà. Donc c'est vraiment de l'information, c'est une communication d'information qui est à ce niveau-là. Et de trouver des adéquations de marché qui fassent du sens et qui soient à correspondance de la taille de l'oliveraie. Mes oliveraies, à moi, produisent, je suis capable de produire une huile à partir de 350 kilos d'olives, qui correspond à la taille de la vasque. Il faut que je remplisse la moitié pour être sûr que ce qui va en sortir, les tubes gardent un peu d'huile, et être sûr que ce qui en sort soit fidèle à ce que j'avais. D'accord. Pas juste de la tchatch. Et donc, dans ta petite grotte, il y a combien de sortes d'huile d'olive ? La boutique, elle est née pour présenter le cahier des charges. Donc j'ai mis en place, j'ai des huilières.
Tout était au vrac. Et surtout, il y avait l'huilière qui présentait l'huile. C'est l'huile dans sa nudité, si vous voulez. On ouvre les huilières, on évente l'huile, et ensuite on sert à la bouteille. Il y en avait 13. Il y en a 13. Là, je vais réduire à 9. Et l'idée, au départ, en 2008, la diversité n'était pas connue, c'était pas un fait. Donc il fallait pouvoir en parler, qu'une même variété n'a pas le même comportement. Ça paraît idiot, mais c'était pas une vérité, c'était pas un acquis. Aujourd'hui, ça l'est. Le discours est différent, c'est-à-dire que aujourd'hui, ma préoccupation est différente du début. Maintenant, on doit travailler sur un vrac, mais un vrac qui fasse du sens. Pas un vrac. En l'occurrence, moi, mon vrac était un vrac c'était un commentaire sur le travail qui a été fait. En réalité, le bidon voyage par 5 litres, on ouvre le bidon de 5 litres, on le met dans l'huilière. Donc, il y a une étape qu'il va falloir supprimer. Ok. J'ai répondu à votre question. Mais c'est parfait, j'adore. Cédric, merci. Alors, on a 2 spécialistes du chocolat, grosso modo. Moi, j'aimerais faire un tour de table. Répondez à cette question. Quelle est votre recette chocoladictive à laquelle vous ne pouvez pas résister ? Alors pour moi, c'est une question très 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 difficile. Oui, alors on va essayer d'y répondre, Valentine. Voilà, parce qu'en fait, ce que j'aime, c'est vraiment le cacao, et ce que j'aime, c'est vraiment la tablette. Ouais. Donc c'est vrai que tu n'aimes pas la transformation de la tablette en dessert. Alors je suis très souvent déçue par les pâtisseries finalement. Je préfère en fait les alliances salées au bout du compte. Donc moi, c'est vrai que j'ai découvert le merveilleux, la merveilleuse dinde à almolé, enfin le poulet almolé, on appelle ça maintenant. Et donc la dinde, le chocolat. En nahuatl, ça veut dire le festin. Donc avec une sauce au chocolat ? Oui, exactement. Et donc comme le cacao, c'est un produit qui est très difficile à typer. En fait, dans le cacao, vous pouvez avoir tous les arômes du monde. Toutes les familles aromatiques sont représentées de façon très diverse. En plus, c'est un produit évolutif. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est vrai, c'est de l'avoir aussi en alliance. Mais naturellement, par lui-même, il est capable d'avoir vraiment des notes de fruits. Je connais des chocolats qui ont une note de rose ou de violette incroyable. Donc, en lui-même, c'est un produit tellement complet et tellement inimaginable que finalement, il se suffit à lui-même. Les pâtisseries et même les bonbons de chocolat, on est plutôt... Donc, on va être dans le sucré, dans le gourmand, comme vous disiez tout à l'heure. C'est vrai que c'est de la pure gourmandise liée au sucre. Et ça, c'est notre culture européenne. C'est pas du tout la culture des pays d'origine, en fait. Parce que le cacao est multiple. Donc, voilà, c'est ça ma réponse aujourd'hui. Mais j'adore. Merci, Valentine. Vanessa ? Alors, moi, c'est sous toutes ses formes. Tu prends pas de risque. Non, parce qu'encore une fois, on va, on veut toujours finalement aller dans quelque chose d'un peu précis, etc., qui te catalogue ou qui va dire, voilà, tu aimes plutôt la mousse au chocolat ou la pâtisserie ou tel type de chocolat. Et moi, j'ai eu la chance de travailler un jour avec quelqu'un, un grand chef pâtissier, qui disait toujours, finalement, faites ce que vous aimez. Voilà. Et je trouve que ça caractérise assez bien finalement. Et moi, ce que j'aime, c'est surtout pas être ou aller dans des cases. Je trouve qu'il y a tellement de talent, il y a tellement de choses à découvrir ou même qu'on aime, qu'à un moment donné, et puis tu sais, ça dépend aussi de ta journée. C'est-à-dire, à un moment donné, tu peux te lever, avoir envie d'avoir quelque chose plutôt salé ou plutôt sucré ou tel chocolat qui va avoir plutôt telle note. Tu vois, c'est comme l'été où à un instant T, tu vas avoir une envie plus particulière qu'une autre. Et je trouve que ça aussi, c'est difficile parce que je vais te dire, tiens, dimanche, j'ai adoré la mousse au chocolat alors que le mardi, je vais dire, non, le gâteau, le Sao Tomé de chez Intel était magnifique, quoi. Non, mais j'adore cette Et réponse. je crois que c'est ça, très bien. Cette diversité, c'est pour ça que j'aime tellement ce métier, parce qu'il y a tellement de talent, il y a tellement d'histoires à raconter. La preuve en est, regarde autour de la table, d'un point de vue culturel, d'un point de vue savoir-faire, technique. C'est le sens même de ce podcast. Et c'est ça qui est génial. Voilà. Donc, passionnément chocolat, oui, mais pas que, j'ai envie de te dire. Voilà. Très bien. Cédric ? Sur le chocolat, la tablette, là, ce que je viens de goûter, merci beaucoup. Et le chocolat, j'ai une très belle bouche, une fin de bouche presque. Huile d'olive et chocolat, ça se mélange. Huile d'olive et chocolat, ça marche bien, oui. Oui, ça se fait, oui. Oui. J'ai goûté. Mousse chocolat, huile d'olive, service oui. Oui, c'est mon huile qu'on utilise. Et dans ces cas-là, quel type d'huile ? Une chèvre à soie, là. Les accords ont été faits avec une chèvre à soie. Une chèvre à soie, là, c'est... Et quel type de fruité, du coup ? On est sur quel fruité ? La caroube. Alors, explique-nous. En fait, la chèvre à soie, là, sur l'écrasé d'olive, j'ai eu des odeurs de caroube. La caroube, c'est un fruit qui ressemble à un grand haricot et qui a une saveur qui va entre la figue, la date, la graine de la caroube est utilisée comme j'ai oublié le nom, comme substitut de cacao.
Allez-y. Oui, Valentine. Oui, d'ailleurs, de façon intéressante, j'ai lu dans un magazine de chocolat belge que justement le cacao a tellement augmenté avec les réchauffements climatiques, etc., et plus la spéculation, bien évidemment, qui s'est mise par là-dessus, que les chocolatiers belges sont en train de réfléchir à des substituts et on se tourne vers la caroube. Ouais. Voilà. Caroube qui est millénaire, Ouais. qui est une culture difficile, c'est un arbre Que j'ai magnifique. goûté chez vous en Sicile. Sicile, il y en a plein. Ouais. C'est la C'est première un fois que je coupe goûtais de la fin. caroube. Toutes les périodes de misère ont été justement, la caroube était là pour sauver. Super. Et... Je ne connaissais pas du tout. Donc Et merci. ce qui est Et donc, intéressant, juste pour le fun, c'est qu'en fait, dans l'histoire de Quetzalcoatl, c'est une histoire un peu dramatique. Il va tout perdre son royaume, etc. Et il va habiter sur une terre un peu stérile où il y a rien du tout, il y a pas de cacao. Et il va être remplacé par un cousin. Alors on dit le caroubier, je sais pas comment ça s'appelle, un cousin du caroubier. Et c'est la tristesse des tristesses. Ah tiens. Pour Quetzalcoatl. Et la caroube, il y a beaucoup de diversité. Ouais. L'Afrique a beaucoup de caroubes. Les Andes ont la caroube, c'est ça qui va donner cette idée du caramel. Après, le pourtour méditerranéen, une autre variété. Enfin, 3 variétés on a. Dans une variété grasse. Et voilà, c'est l'huile qui a été choisie, c'est la Tchélassois, là. Elle est, de manière générale, elle dégage pas désherbacé du vert, elle dégage cette idée un peu veloutée, un peu confit. Je la travaille, moi, l'olive, je la travaille sur une légère maturation. Je vais laisser un peu de violet arriver. Et c'est ce que je vais rechercher dans la vasque, l'odeur de cette caroube. Super. Qui s'associe visiblement très bien. Il faut que je vienne, clairement. Oui, ça doit être magnifique. Hein, ça, qui s'associe visiblement très bien au chocolat. Les pâtissiers, de manière intuitive, vont sur cette olive et cette huile, sans rien avoir à faire. Et vous, monsieur Alain Christian? Alors, je reviens à ce qu'elle disait, Vatissa. Vatissa. C'est la gourmandise, moi. Moi, je suis pas très dessert, je suis pas très sucré, mais c'est la gourmandise qui m'amène, une mousse au chocolat à lait de gingembre. Ah ouais, ce côté mentholé que ramène le gingembre, ce côté un peu exotique. Un poulet au chocolat, qui est ma spécialité, un plat spécial que je fais. Ça tombe bien. Voilà. Ça rentre. Exactement. Donc, c'est la gourmandise qui m'amène. J'ai pas vraiment de spécificité, mais, quand on parle de l'huile d'olive au chocolat, j'ai des idées qui arrivent tout de suite dans ma tête, donc je me dis, tiens, on peut s'amuser encore avec plein de choses. Donc, effectivement, c'est la gourmandise, c'est chaud ouvert à tout, au fait. Mais, j'ai des idées qui arrivent avec l'huile d'olive et le chocolat. Très bien. Alors, moi, j'ai encore 3 dernières questions à vous poser et après, je vous libère. Moi, je suis une ancienne professeure de lettres. Et donc, pour conclure cette session de convivialité très gourmande, je vais vous lire un passage de la littérature de Proust et vous pourrez envisager la question que je vais vous poser ensuite. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Donc on dit merci à Marcel pour cet bel extrait. Vous, en 2 phrases, quelle est votre Madeleine de Proust ? Inconditionnellement le chocolat. C'est ce qui a guidé ma vie, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Voilà, c'est ce qui m'a ramené là où je suis aujourd'hui et qui je suis aujourd'hui, le chocolat. On aime. Voilà. Merci Vanessa. Valentine? Alors moi, c'est évidemment le chocolat aussi, même si je m'en étais pas aperçue au départ. C'est la tartine que faisait ma grand-mère avec du beurre et le chocolat qui fondait par-dessus. Alors ça, c'est vrai que ce chocolat qui fond, c'est le parfum du cacao. Moi, si j'étais parfumeur, je créerais un vrai parfum, qui est ces notes de cacao. Mais malheureusement, pour l'instant, ça n'existe pas. Et j'ai eu l'occasion de faire une dégustation pour des parfumeurs et j'étais très très déçue. Leur extrait de cacao était plus proche d'un potage que de mon idée, que de mon univers du cacao. Cet univers tellement exotique, chaleureux, complexe. Donc voilà, en fait, le cerveau aime la complexité et c'est ce que je retrouve dans le chocolat. Donc on est toujours étonné. Et juste pour rebondir sur la dégustation qu'on a faite de cette tablette, en réalité, elle a énormément évolué. On l'a dégustée pour le Club des Croqueurs au mois de juin. Elle avait cette fraîcheur de l'amande et là on a plutôt eu des notes, je trouve, un peu d'agrumes et pas mal de. Donc il y a bien sûr des amandes mais plutôt grillées cette fois-ci et on a quand même un note fumée aussi. Et donc c'est ça aussi que j'aime dans le chocolat.
c'est qu'il est inconstant. Ben, on va dire comme les femmes, mais comme notre humeur, justement. Comme les êtres humains. Voilà, et c'est quelque chose de presque humain, le chocolat, pour moi. C'est juste magnifique comme produit. Merci, Valentine. Cédric ? Ouais, moi aussi, l'huile d'olive, c'est pas très original, mais ça me rend mon passé très présent. Ouais. Mais une recette avec de l'huile d'olive, par exemple, qui te ramène à je sais pas, quelque chose d'enfance, quelque chose de très nostalgique. La salade d'orange. Ah, voilà. Bah ça, l'association de l'orange, de l'huile d'olive. La graine de fenouil, après il y a tout ce qu'il y a, mais fondamentalement c'est l'orange et une belle herbacée. C'est ce que j'avais, moi. J'avais une belle herbacée, une nocella. Là. Super. Et ça rend tout ça très vivant, très unifié. Merci. Alain Christian ? Je vais tout casser. Moi, c'est le vin. Le vin, parce que le vin, c'est l'ambassade même de la gastronomie française. On met un plat, on aime, on met du vin en voyage. Donc, c'est un peu tout ce qu'on dit aujourd'hui. C'est le voyage, c'est le goût. Et le vin, je vois que ça crée une harmonie avec les plats. Aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui, je mettrais, quand on parle de vin, c'est un peu large, un bon Porto avec un bon chocolat. C'est qui serait très bien. Je mettrais, je vais un peu cuisiner mon plat, mon poulet cacao avec une belle huile d'olive. Pourquoi pas, même à la dégustation, mon huile d'olive la mettre à côté de mon poulet cacao pour pouvoir faire d'abord goûter l'huile d'olive et rentrer dans le côté poulet chocolat. Donc tout ça, c'est créer une harmonie. Voilà. Merci. Vous en prie. Et mes 2 dernières questions. Est-ce que vous pouvez continuer la phrase ? Pour moi, cuisiner, c'est... Pareil, en une phrase. Oula. J'ai pas bien compris la question. Moi, j'ai failli. Pour moi, tu réponds à la question. Pour moi, cuisiner, c'est... Tu continues la phrase. Allez-y. Moi, je vais reprendre. Pour moi, cuisiner, c'est jouer avec les arômes, c'est inventer tous les jours, c'est surtout pas suivre une recette. Et c'est me faire plaisir et faire plaisir aux autres. Voilà, pour moi. Super. Oui, j'adore cuisiner d'ailleurs, en fait. Ouais, je vais suivre votre élan. Hein. Cuisiner, c'est se faire plaisir. C'est faire plaisir et c'est se faire plaisir. Se faire plaisir. Si je me fais plaisir, j'espère que les autres vont avoir la même sensation que moi. Je pense à mes filles notamment. Alain Christian. Ça commence bien. Cuisiner, c'est partager, c'est transmettre, se faire plaisir et faire plaisir aux autres. Et Vanessa ? C'est tout ça en même temps. Voilà. Vanessa, on fait la synthèse. Voilà, c'est tout ça en même temps. Exactement. Et c'est un gros moment de convivialité, je crois. Voilà. Et tout ça, ça fait partie aussi de nos cultures, donc et de nos traditions. Et d'échanges aussi. Et d'échanges, évidemment. Très bien sûr. Et la toute dernière, et après je vous libère, quelle est votre définition de la passion ? On va essayer de faire court. C'est l'engagement. L'engagement. La curiosité. Détermination. La connexion. Oh, très bien. Écoutez, je vais conclure. Dans mon podcast, il ne s'agit pas que de gastronomie brute, des recettes, non, des réponses académiques, non, un storytelling formaté, non. Ce matin, j'ai reçu 4 personnalités hors normes qui ont impulsé une belle conversation qui vous a sûrement captivé. La culture de l'olive, la culture du cacao, la culture du goût, la culture de la rencontre, la culture de l'exigence et l'éloge de la nature. Aujourd'hui, j'ai apprivoisé votre curiosité, votre résilience, de belles aventures, votre passion. Le rêve triomphe toujours et surtout la création culinaire. Merci beaucoup Vanessa d'être venue. Mais merci. Ça a été vraiment un beau moment de, voilà, encore une fois, de gastronomie et de passion et d'échange. En fait, tout ce que j'aime. Voilà. Merci à vous. Merci Valentine. Merci beaucoup. Moi, j'ai hâte d'aller déguster et l'huile d'olive et d'aller dans votre restaurant pour goûter le poulet au cacao. Alors ça, j'en rêve vraiment. Avec plaisir. Merci Cédric. Merci à vous. J'espère vous voir bientôt. Oui. Merci pour vos partages. Et merci Alain Christian. Merci encore. Merci à toi. Et à bientôt pour de nouvelles rencontres culinaires. Ça y est, notre rencontre prend fin. J'espère que l'inspiration et l'immersion dans l'univers de tous mes invités vous ont mis l'eau à la bouche. La conversation vous a plu ? Les confidences vous ont ému ? Merci de laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et pour le propulser encore plus loin. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon site internet communique-passion.fr et de vous abonner à ma newsletter. À très vite pour de nouvelles aventures gastronomiques.